photographie les images du roi Arthur. La photographie est le pouvoir de la narration. Nous sommes accoutumés à l'idée que la photographie n'est pas la peinture par d'autres moyens et que l'adoption par la photographie de style et de genre propre à la peinture ne produit que rarement quelque chose de bien. Y a-t-il des limites à ce que la photographie peut représenter et à sa façon de le faire? Que penser de ces tentatives jadis admirées pour utiliser des photographies afin de représenter quelque chose d'autre que l'objet devant la lentille? De tels efforts ont été ridiculisés pour leur caractère grandiloquent, comme dans le cas des illustrations faites par Julia Margaret Cameron des poèmes arthuriens de Tennyson. Passons sur les faiblesses dans la composition et la technique, mais aussi sur les fautes de goût. Quelque chose dans la nature même de la photographie empêcherait-il d'en faire un médium approprié à l'illustration fictionnelle? Écrivant 60 ans après, c'est un jugement moderniste très assuré que propose Gernsheim, le biographe de Cameron. Nous réalisons maintenant que la photographie n'est pas appropriée pour raconter une histoire et que toute tentative pour illustrer l'irréel avec un médium dont la contribution exclusive tient à son réalisme doit inévitablement conduire à un échec. Gernsheim ne se demande pas comment cette affirmation est compatible avec une méthode. Après tout dérivé de la photographie, le cinéma, il ne se proposerait pas de le condamner en disant que ce n'est pas un médium approprié pour raconter une histoire. Mais il y a ici une confusion à dissiper entre raconter une histoire et illustrer une histoire. Il ne serait pas mieux de dire que la photographie est foncièrement réaliste. Les photographies, je le montrerai, peuvent représenter des choses irréelles. Mais je m'accorde avec Gernsheim pour saisir une tension entre le réalisme inhérent à la méthode photographique et l'intention illustrative que Cameron a mis dans ses images, même si la façon de réduire cette tension ne peut être décidée a priori. En quoi consiste-t-elle exactement et comment se manifeste-t-elle dans la réponse du spectateur? Pour répondre à ces questions, il convient de déterminer exactement quelle sorte de représentation sont les photographies et quels sont leurs rapports avec d'autres types de représentations. Je montrerai que notre problème a des relations avec la question maintenant familière de la résistance imaginative. Pourquoi résistons-nous à imaginer certaines choses que présentent les fictions, notamment, mais pas exclusivement, les évaluations morales? Des fictions dans lesquelles des ânes parlent ou dans lesquelles on prouve la consistance de l'arithmétique par des moyens finis ne nous choquent pas, mais des fictions dans lesquelles la cruauté est une vertu, cela nous dérange. Je montrerai que notre problème implique une résistance à l'engagement dans le projet imaginatif que les photographies de Cameron nous proposent. Même si notre résistance n'est pas alors directement éthique, elle dépend d'une réponse négative à ce projet. Finalement, je poserai la question de savoir quel est l'intérêt en jeu ici pour ceux qui ne partagent pas la réponse. Modèle et source. Nous devons rappeler certains faits de base au sujet de la photographie et comment elle diffère de la peinture. Elle se ressemble apparemment quand nous invoquons une description souvent applicable aux deux. Une personne est devant un artiste, il y a un appareil photographique ou du matériel de peinture et se propose d'en faire une image. Cette façon de présenter les choses suggère des processus avec les mêmes points de départ et les mêmes résultats, des différences seulement dans les étapes intermédiaires. Mais la description porte seulement sur une intersection contingente de deux catégories très différentes. Un peintre n'a pas besoin d'un modèle, au sens d'une personne qui à la fois pose et qui est le sujet de la photographie, car les peintres peuvent avoir comme sujet des personnes mortes depuis longtemps, qui n'existent pas ou simplement qui ne peuvent être présentes à la séance de pose. Les peintres le peuvent en utilisant un modèle, au sens d'une personne servant de guide au peintre dans son acte de peindre un autre sujet, un sujet historique ou mythologique peut-être. On peut aussi se passer de modèle. Je peux peindre de multiples manières une image dont le sujet est X, en ayant X en face de moi, le modèle au premier sens, en ayant devant moi une personne qui ressemble de façon pertinente à X, un modèle au deuxième sens. En ayant une photographie de X ou une photographie de quelqu'un qui ressemble à X, de mémoire, ou en imaginant à partir d'une description. Dans tous les cas, il s'agit simplement d'une aide dans un processus. L'essentiel est ailleurs, une intention appropriée qui s'incorpore de façon adéquate. De la peinture accidentellement renversée sur une toile constituant la cause d'une ressemblance avec la cathédrale de Durham,
alors même qu'aucun agent n'en a eu l'intention. C'est une peinture de fou, et cela ne dépeint rien. Et de la peinture posée de façon incompétente par un agent qui a l'intention de représenter la cathédrale de Durham, alors que personne ne peut raisonnablement la reconnaître, est une peinture, mais elle ne dépeint pas cette cathédrale. La photographie n'a pas besoin de cette intention. Une photographie peut être accidentelle quand le mécanisme est actionné par inadvertance ou quand il est relié à un fil de détente, sans qu'on sache quand et par quoi il sera déclenché. Dans ce cas, on obtient une image, une représentation de quelque chose que personne n'a voulu représenter. Le mécanisme est par lui-même le produit d'une intention, et il y a donc une intention dans le processus. Mais le fait qu'il y ait une peinture réalisée par un courant d'air ne fera pas du résultat une représentation de la cathédrale de Durham. L'exécution compétente n'est pas plus pertinente pour décider ce qui est représenté dans la photographie. Il peut être impossible de reconnaître quoi que ce soit sur la photographie alors que la peinture, dont l'origine est un renversement accidentel, a toute la clarté et les détails attendus d'une œuvre hyperréaliste. Ce sera pourtant une photographie de la cathédrale, alors qu'il ne s'agit pas d'une peinture de la cathédrale. Dans le cas de la photographie, il y a une relation causale directe entre la cathédrale et l'image qui résulte du processus. Et c'est ce qui en fait une photographie de la cathédrale, indépendamment de toute intention ou de ce que quiconque pourrait reconnaître en la voyant. Nous ne devons pas penser la photographie en termes de modèle et de quelqu'un qui pose. Ce sont vraiment deux choses qui peuvent jouer un rôle en guidant les actions du peintre. D'autres peuvent être d'une aide aussi précieuse, comme de bons pinceaux, une bonne nuit de sommeil avant le travail. En revanche, la personne qui est devant l'appareil photographique joue un rôle essentiel dans la production de la photographie. Cette personne est la source de la photographie, ce que le mécanisme enregistre quand la photographie est prise, que le photographe le sache ou pas. Sans elle, pas de photographie. Mieux vaut dire alors, quand il s'agit de peinture, nous avons parfois des modèles et des gens qui posent. Quand il s'agit de peinture, nous avons toujours des sources. Les deux ont un rôle causal tout à fait différent. Les photographies sont des dispositifs pour produire des représentations en enregistrant la présence de quelque chose. La source qui se trouve devant la lentille, c'est le moyen photographique de réalisation d'une représentation. Une représentation est photographique quand elle représente par des moyens photographiques et de tels moyens nous limitent à la représentation de la source. Dans la peinture, rien dans le mode de représentation ne nous limite à la représentation en peinture de choses impliquées dans le processus de fabrication de la peinture. Une peinture n'a pas de source. La limite de la représentation photographique, c'est ce qui est en face de l'appareil photographique. La limite de la représentation en peinture, c'est celle de la pensée. Différentes manières de représenter. Il est tentant de dire 1. Alors qu'une peinture peut représenter tout ce que l'artiste veut dépeindre, pour autant qu'il possède des compétences appropriées, une photographie ne peut jamais représenter que sa source. Si 1 est vrai, avec Karchem, nous pouvons dire que Madame Cameron a tenté l'impossible. Elle a pris une photographie d'Emily Peacock, puisque c'est elle, portant une robe appropriée, et nous l'a présentée comme représentant la reine de mai. Mais selon 1, la photographie ne pourrait pas la représenter, puisqu'elle n'en était pas la source. McIver Lopez adopte une approche très différente en classant ensemble peinture et photographie, en tant que représentation fondée sur une information, et pour lesquelles la notion clé est l'origine causale, non l'intention de celui qui les fait. La représentation d'entités qui n'existent pas dans les peintures est alors expliquée à la suite d'Evans en termes de faire croire. Lopez dit qu'une théorie de la dépiction accordant un privilège à l'intention ne peut pas expliquer pourquoi, dans le cas d'une image fondée sur un modèle, comme la Bathseba de Rembrandt, nous donne la primauté du rôle représentationnel plutôt qu'à Hendrikse Stoffel, dont Rembrandt voulait certainement qu'elle soit reconnue comme le modèle. Je crois que la théorie peut expliquer cela, ce qui signale le contexte public de l'œuvre, y compris son titre, au sujet de l'intention de l'artiste. C'est qu'il voulait que seul un groupe limité de personnes spécialement informées parviennent à reconnaître Hendrikse. S'agissant des jugements relatifs sur ce qui est représenté, Lopez a lui-même bien des difficultés. Sa thèse fait appel à l'idée que Bathseba est l'origine d'une information utilisée par Rembrandt transmise par témoignage, alors qu'Hendrikse était une aide dans la transmission de cette information. Cela aurait aussi pu être
vrai si Rembrandt avait intitulé l'image Hendrickje en tant que Bathseba, ce qui aurait intuitivement renversé la priorité représentationnelle. La différence tiendrait aux intentions de Rembrandt et pas aux faits auxquels on rattache le rôle causal de l'information émanant des deux personnes représentées. Nous devrions reconnaître que la photographie, parce que c'est un moyen d'enregistrer quelque chose, exige une source. Mais pourquoi supposer qu'une photographie ne peut représenter que sa seule source? Pourquoi une représentation d'une chose ne serait pas aussi celle d'autre chose que sa source? Par la suite, nous verrons que nous traitons souvent des images liées à une source comme multi-représentationnelles. N'est plausible que si nous sentons tenus par deux principes. Si nous nous sentons tenus par deux principes. Une photographie ne peut représenter par des moyens photographiques que sa seule source. Une photographie ne peut représenter ce qu'elle représente que par des moyens photographiques. Deux est vrai, les moyens photographiques, tous, sont simplement les opérations ordinaires d'un appareil photographique et d'une pellicule. Ces opérations ne permettent à quelque chose, la source, d'être représentée qu'à une condition. La source projette de la lumière dans la caméra et sur la pellicule. Mais 3 n'est pas vrai, car il y a bien des façons de faire qu'une chose en représente une autre. Tout ce que nous avons à faire est d'utiliser l'une comme représentation de l'autre. J'ai dit que la peinture renversée, qui ressemble à une peinture de la cathédrale de Durham, ne dépeint pas la cathédrale. Elle ne parvient pas à avoir le statut de représentation par des moyens picturaux. Mais il est approprié de l'utiliser comme une représentation de cet édifice. Si je sais qu'elle ressemble vraiment à la cathédrale, je peux proposer à quelqu'un de la regarder afin d'avoir une idée juste de ce à quoi la cathédrale elle-même ressemble. En gros, n'importe quoi peut être utilisé comme représentation de n'importe quoi, même si tout n'est pas un candidat pour être une représentation naturelle ou efficace de n'importe quoi d'autre, un point sur lequel je reviendrai. Une peinture de votre maison peut être utilisée comme une représentation de ma maison, ou comme une représentation de votre voiture, de ma bicyclette, ou de quoi que ce soit d'autre, pour autant que nous trouvions une façon d'utiliser l'image pour transmettre une information au sujet de telle chose. Et une photographie qui a comme source quelqu'un d'autre que la reine de mai peut être utilisée pour la représenter, simplement en l'utilisant à cet effet. Quand quelque chose est une représentation en vertu d'un processus compris dans sa fabrication, je l'appellerai une représentation par l'origine. Ce que nous appelons une peinture représentationnelle est une forme de représentation par l'origine, parce que le processus de fabrication de tel artefact comprend 1. L'intention que quelque chose soit dépeint, et 2. qu'il soit fait d'une telle façon qu'un public approprié soit apte à voir cette chose dans la peinture. C'est alors cette chose que la peinture représente. La photographie est aussi une forme de représentation par l'origine, parce que le processus de fabrication implique de laisser une trace visible sur une surface par son exposition à la lumière émise ou reflétée à partir de sa source. La source est alors ce que la photographie représente. Ce qui n'est pas une représentation par l'origine peut néanmoins être une représentation par l'usage, comme un pot de poivre peut représenter un régiment quand je l'utilise ainsi pour vous expliquer la bataille. Et quelque chose qui est une représentation par l'origine de X peut aussi être une représentation par l'usage de Y. Une petite statue en plastique représentant Napoléon pourrait être utilisée pour représenter son armée quand on fait une explication. Remarquons que ce que nous pouvons représenter par l'origine en peinture peut n'être pas toujours ainsi représenté en photographie. Une peinture peut représenter par l'origine la reine de mai, parce que tout ce qui est requis est une intention correctement incorporée de la représenter. Et l'incorporation de l'intention dépictive est ce à quoi l'activité de peindre s'efforce de parvenir. Mais une photographie ne peut pas représenter par l'origine la reine de mai, elle ne peut la représenter que par l'usage. Deux images, une peinture et une photographie, peuvent toutes les deux représenter la reine de mai, et nul besoin alors de différences significatives entre ce à quoi elles ressemblent. Elles peuvent même être impossibles à distinguer au coup d'œil. Cependant, il y aurait entre elles une différence représentationnelle significative, puisqu'une seule d'entre elles est une représentation par l'origine de la reine de mai. La dissonance représentationnelle. Nous pouvons maintenant commencer l'analyse de ce malaise déjà exprimé au sujet du projet photographique de Cameron. En voyant, disons, la photographie de Cameron, qu'on appelle la reine de mai, je comprends qu'on recherche l'effet suivant, que je puisse m'intéresser et faire attention à cette image, comme représentation par l'usage de la reine de mai. Pourtant, j'ai du mal,
mon attention est constamment attirée par autre chose. Qu'il s'agit d'une représentation par l'origine d'Émilie Peacock, la source Émilie Peacock possède au plus haut point la capacité d'attirer l'attention, ou ce que les psychologues ont appelé pop-out, prégnance. Tenir une photographie pour une représentation de la Reine de Mai n'est pas seulement difficile, c'est peut-être aussi quelque chose de ridicule et de difficile, comme lorsqu'on s'efforce de prétendre que l'acteur sur la scène est le capitaine Hook, tout en remarquant que sa barbe se décolle. Je ressens une dissonance représentationnelle et j'ai le sentiment que l'image supposée servir comme représentation forte et marquante de quelqu'un, la Reine de Mai, n'y parvient pas. Cela nous conduit immédiatement à un problème. Dans certains contextes, la photographie semble parfaitement bien adaptée pour créer des représentations d'entités fictionnelles ou mythiques, ou de choses qui n'existent pas. Avec les images mouvantes d'un film, il ne semble n'y avoir rien de raté, ou même de simplement problématique dans le projet d'utiliser des moyens photographiques pour représenter des personnages fictionnels. Dans de telles situations, habituellement, nous ne ressentons pas de dissonance représentationnelle, nous ne faisons pas l'expérience de cette prégnance de la part des acteurs qui sont les sources de l'image filmique. Comment est-ce possible ? Avant de répondre, j'ai besoin d'en dire plus au sujet de la relation entre la photographie et les images filmiques. Également de me demander pourquoi nous serions supposés dans les deux cas être sensibles à la prégnance de la source. Je ne veux pas dire qu'on doive traiter comme équivalente une image de cinéma et la série des photographies que l'on pourrait trouver sur la bande du film. Nous regardons l'écran et la bande quand nous visionnons un film. L'image de cinéma n'existe qu'à la condition d'être projetée, et c'est à mon sens a fait littéralement une image mouvante, reproduisant le mouvement de la source. À mon sens, tout à fait littéralement. Tel que j'utilise le terme, une image cinématique n'est pas une série de photographies. Cependant, une image de cinéma appartient à la même classe de représentation que les photographies, celles qui ont une source. Ce qui est représenté avec des moyens cinématiques n'est pas déterminé par l'intention du producteur, mais par des faits relatifs à ce qui est devant la caméra au moment où l'image a été produite. La représentation par la méthode cinématique est celle d'une source, et tout ce qui par ailleurs nous pensons représenter dans une image cinématique, comme un personnage de fiction, ne l'est que comme le produit d'une représentation par l'usage. Alors que ceci vaut pour les images cinématiques, parce qu'elles dépendent de la méthode photographique. Les images cinématiques étant produites en prenant un grand nombre de photographies regroupées spatialement. C'est simplement l'une des façons dont une forme de représentation peut avoir une source. La technique vidéo produit une représentation à partir d'une source sans dépendre d'une méthode photographique. Mais à des fins de simplicité, je ne tiendrai compte que du film.